Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver dans Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Au menu de ce numéro, 3 reportages respectivement sur l'importance de la finance climatique, la culture du souchet au Niger et la participation de la Banque agricole du Niger à la 43e édition du Sabre national tenu à Difa. La lutte contre le changement climatique figure désormais le centre des préoccupations mondiales. Pour les États du monde, en particulier les pays en développement, il s'agit d'une problématique avec des enjeux importants. Dans ce sens, des fonds ont été mis en place pour faciliter des actions mises en œuvre dans le cadre de cette lutte. On parle alors de finance climatique. Que comprendre de ce terme? À quel niveau se situent les pays africains et quelle est la part active du Niger dans la mise en place de la finance climatique pour la lutte contre les changements climatiques? Éléments de réponse dans ce reportage Agri-Challenge. Aya en langue Hausa et Hanti en Zarma, le souchet est très présent dans les pays d'Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Niger. Même si jusqu'à présent, il est plutôt considéré comme un amuse-bouche dans les foyers, le souchet reste objet de nombreuses transformations dans d'autres pays de la sous-région. Le constat est là, le souchet est très peu valorisé au Niger. Suivez plutôt. Le rendez-vous annuel du Sabre national s'est tenu du 23 décembre au 1er janvier 2023 dans la capitale du manga à Difa. Comme d'accoutumé, la Banque agricole du Niger, Bagri, n'a pas manqué de soutenir cette 43e édition. Durant ces 9 jours de cohésion sociale, la Bagri a mené plusieurs actions de communication dans le but d'accroître sa visibilité. Cette institution bancaire soutient également les jeunes à Difa à travers l'accompagnement de plusieurs projets agricoles de la région. Suivez plutôt. Agri-Challenge. Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. Au Niger, comme dans le reste du Sahel, la menace est bien réelle. Elle se répercute dans le quotidien des habitants. La hausse des températures est 1,5 fois plus rapide ici que dans le reste du monde. D'ailleurs, selon les Nations Unies, les sécheresses, les inondations de plus en plus fréquentes et la dégradation des sols entraînent des pertes agricoles et aggravent la sécurité alimentaire. En conséquence, ces dernières années, le phénomène est au cœur des discussions dans de nombreux pays et plus particulièrement au Niger. Le changement climatique, au fait, c'est un phénomène qui a impacté en tout cas le monde depuis un certain nombre d'années. Et suite à ça, lors de la conférence de Rio en 1992, les États ont adopté ce qu'ils appellent la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ce changement climatique est dû à un certain nombre de paramètres qui ont des conséquences néfastes sur les activités socio-économiques. Et quand vous prenez par exemple les pays comme le Niger, nous subissons les phénomènes des inondations, mais également la sécheresse qui impacte en tout cas les activités socio-économiques au niveau national. Partant de cela, désormais pour les nations, il s'agit de s'adapter. Une problématique qui pour les États du monde, en particulier les pays en développement, implique des enjeux importants. Pour cela, il importe de trouver des fonds suffisants au financement des actions mises en œuvre dans le cadre de cette politique d'adaptation. On parle alors de finance climatique. La finance climatique, il faut le comprendre dans un sens le plus simple, dans le sens le plus simple qui est l'ensemble des mécanismes
de financement de l'adaptation ou de l'atténuation des effets liés au changement climatique. Parce que vous savez, dans le cadre de la lutte globale, la lutte au niveau international sur les changements climatiques, notamment à travers la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, certains principes ont permis de reconnaître qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité commune mais différenciée. Et à ce titre, lors des négociations sur le climat, il a été décidé ou bien il a été demandé à ce que les États pollueurs puissent mettre en place un dispositif de financement pour permettre à ce qu'au niveau global et surtout pour les pays les plus vulnérables, qu'il y ait accès à des ressources de financement. Et donc cela a été acté et aujourd'hui, plusieurs structures, que ce soit les banques multilatérales de développement, que ce soit même au niveau de la Convention ou au niveau de certaines agences onusiennes, il y a ce qu'on appelle certaines fenêtres, des fenêtres de financement des actions soit d'adaptation ou d'atténuation des effets du changement climatique. Et souvent, ça peut être les deux. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des opportunités qui financent l'ensemble des actions liées à la lutte contre les changements climatiques de manière globale. Pour relever le défi du financement climatique, l'apport de divers acteurs à divers niveaux est essentiel. Aussi au Niger, le gouvernement travaille de concert avec certaines organisations spécifiques, tant publiques que privées, pour effectuer mieux suivre les dépenses existantes liées au climat. Pour la simple raison, ces pays en développement ne sont pas responsables de ces changements climatiques, mais ils subissent les effets néfastes des changements climatiques. Et donc, selon les principes de l'équité, mais également de l'égalité, et la Convention donc, a prévu que ces États-là, qui sont responsables de ces changements, aident financièrement les États les moins avancés pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. La plupart des programmes de résilience climatique ou d'action en lien avec la lutte contre les changements climatiques au Niger provient en tout cas de ces mécanismes-là. Donc le Niger est en train de prendre sa part et aujourd'hui avec même la BAGRI aussi, la BAGRI qui fait partie de ce qu'on appelle les entités désignées, c'est-à-dire une entité qui est accréditée, qui a la possibilité au même titre que certaines entités de recevoir des fonds de la finance climatique pour les mettre à la disposition des États dans le cadre de leurs projets ou programmes, mais également à la disposition des communautés pour renforcer la résilience face au choc climatique. Ainsi, au Niger, la finance climatique et certains fonds dédiés au financement climatique contribuent favorablement dans la mise en place des actions d'adaptation et de résilience des populations. Au niveau national, par rapport à la mobilisation des ressources financières, nous sommes l'autorité nationale désignée au titre du Fonds vert pour le climat. Ça veut dire que nous accompagnons les institutions étatiques à aller vers cette finance climatique à travers en tout cas des actions de renforcement des capacités, des actions d'accompagnement par rapport à l'élaboration des projets, programmes à soumettre à ces financements climatiques, mais également nous faisons des actions de plaidoyer au niveau des partenaires techniques et financiers qui accompagnent toujours le Niger par rapport à la mobilisation de ces ressources financières. Le Niger a déjà bénéficié de la plupart des fonds climatiques qui existent. Parce qu'il faut le rappeler aujourd'hui, avant même la création du fonds vert, parce qu'aujourd'hui le plus connu ou bien le plus promu, c'est le fonds vert climat au niveau global. Mais avant ces fonds, il y a ce qu'on appelle les fonds d'investissement climatique, qui est une initiative de la Banque mondiale depuis les années 2008. Et le Niger faisait partie des premiers pays pilotes auprès de ce fonds et qui a eu même à bénéficier de 110 millions de dollars de la période 2008 jusqu'aux années 2020-2021, je crois. Donc pour un peu financer la résilience climatique, notamment à travers ce qu'on appelle les programmes pilotes sur la résilience climatique, les PPCR. Donc ça, c'est une initiative du Fonds d'investissement climatique. Il y a ce qu'on appelle les fonds d'adaptation. En dehors du fonds d'adaptation, il y a le Fonds mondial pour l'environnement. Donc il y a plusieurs fonds qui relèvent de l'ensemble du dispositif et que le Niger a eu à accéder soit à travers le PNUD, soit directement à travers certaines agences ou institutions étatiques qui avaient accès à ces fonds. Il faut rappeler que les pays les moins responsables du changement climatique sont ceux qui en subissent le plus les effets néfastes, essentiellement provoqués par les pays les plus développés. C'est ainsi que les pays développés veillent également à allouer des fonds destinés à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique.
Notons que le gouvernement, à lui seul, ne peut pas assumer les coûts et relever les défis énormes de cette lutte. De même, les institutions et autres organisations travaillent pour sortir les citoyens des difficultés liées au changement climatique, doivent savoir qu'il reste beaucoup à faire de part et d'autre. Sans la finance climatique, il ne peut pas y avoir d'adaptation, il ne peut pas y avoir de résilience, il ne peut pas y avoir d'atténuation. Parce que tout ce qu'il faut faire, que ce soit changer les technologies, que ce soit aider les communautés à s'adapter, à faire face aux aléas climatiques, il faut des ressources. Donc c'est cette finance climatique qui cadre l'octroi ou bien l'accès aux ressources au niveau international. Parce que les pays pollueurs, les pays industrialisés ont reconnu qu'ils ont une responsabilité historique et différenciée par rapport aux autres. Donc au nom de cette solidarité internationale, ils doivent mettre des ressources, des fonds publics à la disposition des autres pays les plus vulnérables au niveau international. Il y a eu beaucoup de contributions au fait au niveau de ces mécanismes. Et pour la simple raison, à titre de rappel, ces mécanismes varient. Nous avons ce qu'on appelle les FEM, qui est le Fonds pour l'environnement mondial. Nous avons ce qu'on appelle le Fonds vert pour le climat. Nous avons le Fonds d'adaptation. Et nous avons le Fonds pour les pays les moins avancés. Mais également, nous avons le Fonds spécial sur les changements climatiques. Et au niveau national, l'État a fait beaucoup d'efforts par rapport à la mobilisation de ces ressources financières. Et quand vous prenez, il y avait un programme qu'on appelle PPCR au Niger, qui est composé de 4 projets. Et ce programme est issu d'un de ces fonds-là dont j'avais cité tout de suite, qu'on appelle le Fonds spécial sur les changements climatiques. Et quand vous prenez le FEM, qui est le Fonds pour l'environnement mondial, et actuellement au Niger, il y a pas mal de projets qui sont financés à travers ce fonds-là. Et quand vous prenez le fonds d'adaptation également, le Niger a bénéficié de ce fonds. Nous avons un projet qui est actuellement en cours d'exécution dans le domaine de l'agriculture pour aider la population ou renforcer leur résilience. Et quand vous prenez le fonds vert pour le climat également, nous avons 8 projets programmes qui ont été approuvés par ce fonds, dont 2 projets nationaux. Et les autres projets sont des projets au niveau des régionales. Donc, qui ont en fait la vision ou qui regroupent plusieurs pays du Sahel ou de l'espace CEDEAO. Et quand vous prenez le fonds pour les pays les moins avancés, actuellement nous avons au moins 2 projets qui sont en cours d'exécution et qui sont issus de ces fonds-là. Des dons, en tout cas c'est des dons. C'est toujours l'engagement des pays développés envers les pays en développement pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Agri-Challenge. Également connu sous le nom de Aya en Hausa ou Hanti en Zarma, le souchet est une plante herbacée qui pousse dans les sols humides. Au Niger, la filière est encore peu développée et ce, malgré que le souchet soit cultivé depuis des années dans le pays. Le souchet est souvent considéré comme une culture de subsistance plutôt qu'une culture commerciale. On note peu de recherches menées pour améliorer la filière au Niger. Le souchet, c'est une culture à laquelle nous nous sommes intéressés récemment. Nous avons gagné une proposition que nous avons soumise au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas autour de la culture du souchet, plus particulièrement le développement de la chaîne de valeur souchet. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une culture de rente qui est rentable, mais négligée en quelque sorte. Elle est produite dans la région de Maradi en plus grande quantité. Sur la production, presque 90 voire 92% de la production se fait dans la région de Maradi. Et à peine 6 à 5% dans la région de Dosso et une infime partie dans la région de Tillabéri. Néanmoins, ces dernières années, un certain nombre d'organisations travaillent à promouvoir l'agriculture durable et par ricochet l'utilisation des plantes locales dont le souchet. Ceci pour améliorer la sécurité alimentaire au Niger. C'est notamment le cas de l'ONG AgriFocus Niger. Et quand nous sommes intéressés à cette culture de rente, nous nous sommes rendus compte que c'est une culture qui avait commencé à susciter plus d'intérêt dans les années 1985.
Elle existait depuis, mais pas tellement. Parce qu'à ces moments, il y avait les questions de crise alimentaire, les questions vivrières des aliments vivriers comme la culture du mil, du sorgho, se deviennent de plus en plus rares. Et il va falloir s'adapter, il va falloir s'orienter vers d'autres cultures qui vont permettre à ces populations de pouvoir survivre. Et c'est dans ce cadre que les producteurs se sont de plus en plus intéressés à la culture du souché. Les producteurs nigériens de souché ne sont pas nombreux. D'ailleurs, ceux qui cultivent ce tubercule le font surtout pour leur propre consommation ou pour le revendre sur les marchés locaux. Rares sont les agriculteurs qui exportent le souché dans d'autres pays pour sa commercialisation. Et donc la culture s'est fait vraiment une culture de rente à son temps, quand les terres étaient assez productives. À l'hectare, le producteur peut gagner jusqu'à 3-4 tonnes de souché à l'hectare. Et imaginez 3-4 tonnes à l'hectare dans le sac à la récolte se vendait pas très cher, parce que ça se vendait à peu près dans les 12 000, 13 000, 4 000 et 14 000, voire 15 000 en fonction de la variété. Mais après 2 mois, 3 mois, voire 4 mois de la récolte, le sac se vend jusqu'à 60 000, 50 000 dans certains marchés. Et ça, on peut dire que c'est vraiment une culture qui peut nourrir son homme et qui nourrit même son nom, mais qui malheureusement n'a pas assez d'appui ou d'accompagnement conséquent. Parce que si vous cherchez, que ce soit dans les littératures, dans les accompagnements et autres, il n'y a pas assez de choses qui ont été faites dans ce cadre. Rares sont les informations disponibles dans le cadre de la culture du sushi. Mais pourtant, elle est là, elle est importante, elle est intéressante. Elle pourrait résoudre pas mal de problèmes si on s'y intéresse. Malgré ses avantages économiques et nutritionnels, aussi bien pour les agriculteurs que pour les consommateurs, la culture du sushi est soumise à des défis. Les producteurs de sushi sont confrontés principalement à la question de l'accès à l'engrais. Parce que c'est une culture qui demande pas mal d'engrais et il va falloir avoir les moyens pour pouvoir s'approvisionner en engrais. On sait que la caïma qui existait, maintenant ce n'est plus la question de la caïma, c'est une question de privatisation. C'est une question du secteur privé, des institutions qui vendent en privé l'engrais. Il va falloir l'acheter, ça coûte cher, c'est pas à la portée de n'importe qui. Parfois ils s'approvisionnent au Nigeria. Parfois ils n'ont pas la chance d'avoir le bon engrais. Il faut s'assurer que déjà la qualité y est. Donc pour pouvoir même s'assurer de son utilisation, le dosage, comment ça doit se faire. Parce qu'avec du bon engrais, un bon espace, tu peux avoir plus de rentabilité, plus de productivité. Alors que maintenant, c'est à peine que le producteur, s'il n'arrive pas à avoir assez d'engrais ou à temps, qu'ils arrivent à produire 1 tonne, voire moins à l'hectare. Alors qu'ils pouvaient avoir jusqu'à 3-4 tonnes à l'hectare. À part la question de l'engrais, il y a la question aussi de la semis. Parce que pour semer le sushi, il faut un semoir. Et le semoir n'est pas à la portée de n'importe quel producteur. Il va falloir le louer. Pour louer le semoir, il va falloir avoir de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent sur toi, tu ne peux pas pouvoir utiliser le semoir. Ça, c'est un problème auquel ils font face. L'autre aspect aussi, c'est au niveau de la récolte. Parce que vous savez, le sushi, pour le récolter, il va falloir d'abord brûler la terre. Après le brûling, il va falloir faire le soulèvement. Le soulèvement, c'est ça qui dit pour remuer la terre et pouvoir avoir les graines. Pour avoir ces graines, il faut les tamiser. Pour les tamiser, même les moyens de tamisage ne sont pas des moyens modernes. Ce sont des moyens archaïques, artisanaux qu'ils utilisent pour pouvoir extraire le sushi. C'est vraiment, il y a pas mal de contraintes autour de cette chaîne de valeur, mais je peux quand même citer ceux-là en priorité. Au Niger, comparativement à d'autres pays de la sous-région, le sushi est surtout produit via la technique paysanne. Cette technique consiste à mettre du feu, autrement brûler le sol avant de récolter les tubercules. Agri-Challenge. Les agriculteurs au Niger cultivent principalement le sushi pour ses composantes qui entrent dans la production d'une large variété de plats traditionnels. Normalement, la culture du sushi, si elle est soutenue, elle pourrait même résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Elle intervient à 2 niveaux. Le premier niveau déjà, je vous l'ai dit, c'est une culture qui est rentable. Le producteur qui arrive à produire 100 sacs,
peut le revendre à un montant conséquent. Une raison juste, parce que la culture est juste paradis. À la récolte, c'est 12 000, 13 000, 14 000 le sac. Ce qui peut aller 3 mois, 4 mois après jusqu'à 60 000, voire plus, ou 55 000. Si le producteur arrive à produire, il va subvenir aux besoins de sa famille. Il va bien se nourrir et il va encore pouvoir mieux produire à la prochaine campagne. D'un autre côté, le sushi aussi, c'est une culture qui, le lait de sushi pourrait même compenser le lait que les gens consomment. Parce qu'il est riche en aliments nutritifs. C'est pour dire que le sushi, même dans les aliments qui sont transformés à base de sushi, ça contribue énormément à l'alimentation humaine et ça peut combattre la malnutrition. Les organisations de développement rural comme Agri, Focus et ses partenaires ont mis en place des initiatives pour aider les agriculteurs à surmonter les nombreuses difficultés que rencontrent les producteurs du sushi au Niger. Par rapport à notre intervention concernant la filière sushi, c'est un projet qui a démarré au début de l'année passée, 2022, et qui nous a permis d'aller faire une analyse de la chaîne de valeur du sushi dans la région de Maradi. Et ce qui nous a permis de rencontrer les différents acteurs qui sont autour de cette filière, plus particulièrement les fédérations des producteurs de sushi, dont la fédération FIMA, la fédération SAA, qui travaillent tous autour de la production du sushi avec plusieurs unions qui sont plus particulièrement autour des bassins de production du sushi. Parce que ce que je n'ai pas précisé aussi, le sushi se culture aujourd'hui dans les bassins arachidières. Parce que dans le temps, c'était l'arachide qui va emporter et qui avait plus de valeur. Et au fur et à mesure, le sushi a plus de l'ampleur et se cultive dans ces bassins, que ce soit à Guy, dans la zone d'Agui, Guidamumji, vers Tchadoua, jusqu'à aller vers les zones de Saboua et autres. C'est vraiment des zones où le sushi se produisent en grande quantité. Et ce sont ces fédérations qui ont le monopole dans la région de Maradi et qui ont plusieurs unions qui sont dans les différents bassins de production. À part ces fédérations qui font la production, qui sont constituées et structurées en organisation de producteurs de sushi, il y a aussi une union qui est spécialisée dans la production mais aussi dans la transformation du sushi qui s'appelle Union Hadenkamata, qui est aussi dans la zone la région de Maradi. Et ce sont aussi des femmes qui s'adonnent à la production et à la transformation du sushi. Même si la production du sushi, c'est surtout les hommes qui sont positionnés dans la production du sushi. Parce que c'est une production qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et qui est pénible. En tant que plante comestible, versatile, le sushi pourrait être une culture prometteuse pour les agriculteurs au Niger. Il y a plusieurs recettes qui se font au niveau local, qui ne sont pas valorisées. Je le disais, il y a les questions des noms, je vais dire les noms locaux, le dakwa qui se fait à base de sushi. Il y a des biscuits de sushi qui se font, il y a des galettes de sushi, le lait de sushi. Nous, qu'on a fait notre analyse chaîne de valeur sushi, on a remarqué que le lait de sushi, et même lors des cérémonies, c'est le lait de sushi qu'on distribue comme ça, le jus qu'on consomme ici, c'est le lait de sushi qui remplace le jus là-bas. Mais malheureusement, comme c'est un produit qui n'est pas stable, il y a un problème de stabilisation, il ne peut pas durer 2-3 jours. Ça se fermente et ça se dégrade. Et c'est ce qui fait que le lait de sushi, il est important, il n'est pas assez valorisé, mais c'est un aspect sur lequel, dans le cadre du nouveau projet, on compte mettre un accent. Il y a aussi comment on appelle ça, des produits locaux qui font comme le sushi salé, le sushi sucré, qu'ils revendent. Ils extraient le sushi aussi, même si ce n'est pas en très grande quantité, ils en font. Et ils font aussi des petites recettes dans les farines pour un peu les enrichir au sushi. Et il y a pas mal d'accompagnements ou d'assaisonnements qui se font à base du sushi aussi. Il est résistant à la sécheresse et peut pousser dans des sols pauvres, ce qui en fait une option adaptée pour les zones arides et semi-arides du pays. Dans la région, plus particulièrement Maradi, ça a pris un peu plus d'essor par rapport aux années antérieures. Et les variétés cultivées sont le gros sushi, le petit sushi. Le gros sushi, lui, existait depuis longtemps par rapport au petit sushi qui a été introduit récemment. Agri Challenge.
La 43e édition du Sabre national s'est tenue du 23 décembre au 1er janvier 2022 dans la capitale du manga, à Difa. Fidèle à son habitude, la Banque agricole du Niger, Bagri, leader dans le financement agro-silvo-pastoral au Niger, a été sponsor officiel de cet événement culturel. La Bagri est un partenaire officiel de la lutte traditionnelle. À ce sujet, la Bagri voulait montrer à quel point même l'envergure nationale de la lutte qui unit la population est ancrée dans la culture nigérienne. Par ce biais, la Bagri voulait montrer à quel point la redéfinition de l'agriculture concorde avec la lutte traditionnelle. À ce sujet, quand même, la Bagri est sponsor officiel pour faire sortir la visibilité de la Bagri à travers cette lutte traditionnelle, cette édition du 43e Sabre national. Donc nous voulions ressortir les produits et les services qu'offre la Bagri à travers cet événement d'ordre national. Pour mieux accroître sa visibilité, une journée a été spécialement dédiée à la Bagri. Il a été question pour la banque de se présenter, d'exposer les produits et services qu'elle met à la disposition de sa clientèle et distribuer des gadgets, des t-shirts ou encore des flyers aux lutteurs et participants à la lutte. La Bagri accompagne les jeunes de la région à travers plusieurs actions, à travers le financement des sous-projets. Aujourd'hui, avec le FISAN, le Fonds d'investissement pour l'agriculture, le Fonds d'investissement pour l'agriculture au Niger et nutritionnel, au Niger, finance plus de 25 projets de plus de 180 millions de francs CFA. Donc à ce sujet, c'est tout le projet était un promoteur du côté des jeunes de la région. En fait, pour soutenir la jeunesse. Après cette crise, il faut soutenir la jeunesse. En ce sens, plus de 25 dossiers sont en cours d'être financés. Et à travers le PIMELAN, le projet intégré pour la modernisation de l'élevage et l'agriculture, la Bagri est partenaire avec ce projet et est en cours de financer plusieurs projets d'ordre économique de la région. Aujourd'hui, plus de 300 jeunes, femmes et hommes, ont bénéficié du guichet 1 du PIMELAN à travers l'appui de la Bagri. Occasion pour les lutteurs d'exprimer leur gratitude envers l'institution. Ils se disent satisfaits de l'intérêt que la Banque agricole du Niger ne cesse d'accorder aux événements culturels du pays. Nous remercions beaucoup la Banque agricole du Niger Bagri pour ses efforts car elle contribue à améliorer la bonne marche des activités culturelles, notamment la lutte traditionnelle. Nous saluons beaucoup leur initiative et nous souhaitons que d'autres partenaires emboîtent le pas. Je ne peux qu'adresser mes remerciements à la Bagri car c'est une banque qui a beaucoup de notoriété. Et même si je n'utilise pas pour le moment les services de cette banque, je sais qu'elle est bien connue et appréciée du public. Je remercie Dieu et je souhaite que la Bagri continue à accompagner la lutte traditionnelle. La Bagri contribue également à accompagner les jeunes de la région du manga à travers diverses actions utiles avec le concours de nombreux partenaires. Une fois de plus, cette 43e édition de la lutte traditionnelle au Niger a été une véritable réussite grâce au concours de la Banque agricole du Niger. Il s'agit là d'une véritable fierté pour l'institution financière qui œuvre également à la promotion des valeurs culturelles du Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi ce numéro de l'émission Agri-Challenge. Écoutez utile, écoutez la radio Challenge FM sur la 96.6 à Niamey et ses environs. Vous pouvez également interagir avec nous sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition de l'émission Agri-Challenge.